Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Marc Albert et j'ai l'honneur de remplacer aujourd'hui Mark Feifly. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. Quelle sera la politique étrangère américaine de Donald Trump? Sa réélection favorisera la consécration de la marocanité du Sahara, conflit russo-ukrainien. Après sa victoire, Trump mettra-t-il fin à la guerre? Enfin, Moyen-Orient, que veut Donald Trump? En route pour devenir 47e président des États-Unis, Donald Trump suscite d'ores et déjà des spéculations quant aux orientations futures de la politique étrangère américaine. Parmi les nombreux dossiers sensibles, sa position sur l'Afrique, la question du Sahara et les relations entre les États-Unis et le Maroc pourraient figurer au cœur de cette éventuelle administration. À la fin de son dernier mandat, Trump a marqué un tournant historique en reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, une décision stratégique visant à consolider les liens avec Rabat et à repositionner le Royaume en tant que partenaire clé en Afrique du Nord. Si Trump revenait au pouvoir, nombre d'observateurs prédisent qu'il s'appuierait sur cette alliance, misant sur le rôle du Maroc dans la promotion de la stabilité, du développement économique et de la sécurité régionale. Sur le plan européen, Trump a exprimé sa volonté de rééquilibrer l'engagement des États-Unis en Ukraine. Se vantant de pouvoir résoudre le conflit russo-ukrainien en 24 heures, il pourrait réévaluer le soutien américain à l'Ukraine, ce qui pourrait impacter la stratégie de défense de l'OTAN en Europe de l'Est. En Asie, sa politique vis-à-vis de la Chine resterait axée sur la concurrence économique et stratégique, avec un accent particulier sur la réforme des accords commerciaux et la lutte contre l'expansion chinoise, notamment en mer de Chine méridionale. Il pourrait poursuivre des initiatives visant à renforcer les alliances dans la région Indo-Pacifique afin de contrebalancer l'influence croissante de Pékin. Au Moyen-Orient, Trump privilégie une diplomatie axée sur la coopération et les partenariats plutôt que sur l'interventionnisme militaire. Les accords d'Abraham, négociés sous son précédent mandat, pourraient être renforcés, traduisant sa vision d'une stabilité régionale passant par des alliances stratégiques et un soutien affirmé à la sécurité d'Israël. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. David Mack, ancien ambassadeur des États-Unis et senior fellow non résident au sein du département du Moyen-Orient au Conseil de l'Atlantique Nord. Ancien secrétaire d'État adjoint chargé des affaires du Proche-Orient et ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Émirats arabes unis, il a exercé sous les administrations des présidents Reagan et George W. Bush. Comme à l'accoutumée, nous aurons parmi nous également M. Chris Lapettina, notre chroniqueur et directeur de Focus Consulting. Stratège politique, il travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors avant d'entamer notre discussion, nous nous tournons vers notre correspondante Jihan Mansour pour un reportage exposant la décision prise par le président de l'époque, Donald Trump, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, ainsi que la continuité de cette politique sous l'administration Biden. Nous vous écoutons, Jihan. Je vous remercie, Marc. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara en janvier 2020 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de ce différend territorial. Cette décision américaine a constitué un véritable choc pour le régime algérien, principal soutien du Front Polisario et acteur clé de ce conflit qualifié d'artificiel. En réaction, l'Algérie et le Polisario ont dénoncé cette reconnaissance, allant jusqu'à menacer d'un retour à la violence en violation de l'accord de cessez-le-feu, tandis que le Royaume du Maroc demeure fermement engagé dans une résolution pacifique illustrée par sa proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine. Cette initiative bénéficie d'un appui international croissant, consolidant la position du Maroc sur la scène diplomatique.
La reconnaissance américaine a été suivie par d'autres soutiens importants, notamment ceux de l'Espagne, de la France, de la Finlande et de nombreux autres pays à travers les continents. L'éventuel retour de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait ainsi marquer une continuité dans cette dynamique, d'autant que l'administration Biden, malgré les pressions et manœuvres répétées de l'Algérie pour infléchir la position américaine, a maintenu cette reconnaissance tout au long de son mandat. Ces tentatives algériennes visant à altérer la perception internationale se sont avérées infructueuses. Donald Trump, comme d'autres dirigeants, reconnaît que l'approche diplomatique marocaine, conduite sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, s'aligne sur des intérêts partagés dans les domaines économiques, politiques et sécuritaires et repose sur une coopération mutuellement bénéfique. Cela contraste fortement avec l'attitude du régime militaire algérien, dont les efforts de manipulation, de désinformation et d'achat de soutien peinent à convaincre la communauté internationale face à la solidité institutionnelle et stratégique du Maroc. Merci, Jehan. Chris Lapetina, la dernière décision prise par le président Trump en faveur du Maroc, reconnaissant sa souveraineté sur le Sahara, suscite de nombreuses interrogations. Selon vous, comment concilier les intérêts économiques des États-Unis avec l'Algérie tout en traduisant cette reconnaissance en actions concrètes sur le terrain, notamment à travers l'ouverture d'un consulat américain au Sahara marocain? Merci David, quel excellent épisode aujourd'hui. Nous accueillons un nouveau président et nous avons le privilège d'être rejoints par un invité éminent, prêt à éclairer nos téléspectateurs sur de nombreuses questions, notamment concernant Donald Trump et ses orientations potentielles. Commençons par le Maroc. Suite au rapport de Jehan, il apparaît clairement que Trump a été en avance sur la question du Sahara marocain. Il semble avoir saisi l'importance stratégique des relations entre les États-Unis et le Maroc. Et je m'attends à ce que cet engagement se poursuive sous sa présidence. En tant qu'Américain, je ne veux qu'espérer cette continuité. Comme nous l'avons souvent souligné dans cette émission, les relations entre les États-Unis et le Maroc sont d'une importance capitale. L'administration Trump, par ses décisions passées, a démontré son adhésion à cette vision. En avançant dans ce nouveau siècle, il est évident que le Maroc jouera un rôle clé, non seulement dans nos alliances stratégiques à l'échelle régionale, mais également dans la préservation de nos intérêts économiques et de notre sécurité nationale. Oui, en fait, le président Trump, plus que ses prédécesseurs, a accordé une attention particulière à cette question. Ambassadeur Mack, permettez-moi de m'adresser à vous. Étant donné l'approche transactionnelle privilégiée par le président Trump, souvent axée sur des avantages financiers substantiels, quelles opportunités économiques le Maroc pourrait-il offrir au-delà des domaines traditionnels de coopération, tels que la coordination en matière de sécurité militaire et la lutte contre le terrorisme? Je pense que le président Trump s'est forgé une réputation méritée de leader transactionnel, abordant chaque décision de politique étrangère sous l'angle des bénéfices potentiels pour les États-Unis en échange de ce qu'ils demandent à d'autres gouvernements. D'un point de vue stratégique, sa déclaration concernant le Sahara marocain et la souveraineté marocaine s'inscrit en réalité dans le prolongement du processus de normalisation déjà entamé avec le Maroc, ainsi qu'avec d'autres partenaires arabes des États-Unis ayant depuis longtemps établi des relations pacifiques avec Israël. En ce qui concerne les bénéfices économiques, une simple visite au Maroc suffit pour réaliser l'immense potentiel qu'il offre aux entreprises américaines. À titre d'exemple, on peut envisager des projets tels que des chaînes d'hôtels destinés aux touristes américains ou des terrains de golf, peut-être même abordant le nom de Trump. Quant aux perspectives économiques plus ambitieuses à long terme, nous pourrons explorer cette question en profondeur dans le cadre d'une discussion ultérieure.
Vous venez d'évoquer l'approche transactionnelle du président Trump, ce qui me ramène à ses 4 premières années de mandat, lorsqu'il remettait en question la présence de troupes américaines en Allemagne, au Japon ou encore en Corée du Sud, déclarant que ces pays devaient contribuer davantage pour les accueillir. Fidèle à sa doctrine America First, il s'est également attaché à réduire l'aide étrangère, préférant rediriger ses fonds vers les priorités nationales, notamment la sécurisation des frontières américaines. Dans ce contexte, comment son administration pourrait-elle garantir un soutien économique durable au Maroc et plus largement à l'Afrique du Nord, tout en privilégiant les intérêts nationaux des États-Unis? Examinez la carte et considérez le potentiel prometteur du Sahara marocain pour le développement du gaz naturel. Cela viendrait compléter les avancées significatives déjà réalisées par le Maroc dans les domaines de l'énergie solaire et hydroélectrique. En exploitant le gaz naturel, le Maroc pourrait atteindre une indépendance énergétique. S'il développait cette ressource avec des partenaires américains, toujours désireux de remporter des contrats pour explorer le gaz naturel, cela représenterait également un avantage direct pour l'économie américaine. De plus, les relations stratégiques entre le Maroc et les États-Unis, dont les racines remontent à la reconnaissance des États-Unis par le sultan du Maroc à la fin du XVIIIe siècle, revêtent une importance capitale. Outre cet héritage diplomatique, il existe un immense potentiel économique à travers le développement de ces ressources. Pour illustrer, le gaz naturel ne se limite pas à son rôle énergétique. Il peut également être utilisé pour la production d'engrais azotés associés aux vastes réserves de phosphate du Maroc. Cela pourrait positionner le royaume comme le fournisseur dominant d'engrais pour le continent africain, jouant ainsi un rôle clé dans le développement agricole de toute la région. C'est une opportunité considérable et de nombreuses entreprises américaines seraient prêtes à collaborer avec le Maroc. Chris, restons dans le domaine économique. Face à la concurrence croissante pour l'influence en Afrique, notamment en raison de l'expansion économique et des projets d'infrastructure menés par la Chine, pensez-vous qu'une future administration Trump pourrait s'appuyer sur son alliance stratégique avec le Maroc pour contrebalancer ces investissements chinois et renforcer la présence américaine sur le continent? Comme vous le savez, Marc, il est largement admis à Washington que les États-Unis ont pris un retard significatif en Afrique, alors que la Chine a avancé à grands pas avec son initiative Une ceinture, une route. Il est donc impératif de combler cet écart et je crois, comme nous l'avons discuté ici et comme les ambassadeurs l'ont souligné, que renforcer nos relations avec le Maroc constitue une voie stratégique pour y parvenir. En tant que porte d'entrée vers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, le Maroc offre aux États-Unis une position privilégiée pour établir une présence plus forte sur le continent. Cette compétition pour gagner les cœurs, les esprits et les partenariats économiques en Afrique s'intensifiera sans aucun doute sous une administration Trump. D'ailleurs, j'ai entendu certains experts en politique étrangère affirmer qu'au cours des 10 dernières années, les États-Unis se seraient laissés distancer par la Chine en Afrique. Sans aucun doute, il y avait bien entendu des raisons légitimes à cela, notamment en ce qui concerne les choix économiques ou les préoccupations humanitaires. Cependant, il est désormais crucial de rattraper le temps perdu. Les implications pour la sécurité nationale sont évidentes. L'ensemble de la région du Sahel est aujourd'hui plongé dans une instabilité presque totale, ce qui représente une menace directe pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis. Il existe donc de solides motivations au-delà des seuls enjeux économiques pour que les États-Unis adoptent une approche résolument plus proactive, en affirmant leur influence, en établissant des alliances et en créant des opportunités commerciales. En tant qu'Américain, j'espère vivement que l'administration Trump saura tirer parti de cette situation et bien entendu exploiter l'atout considérable que représente notre excellente relation avec le gouvernement marocain.
Au cours des derniers mois, les États-Unis ont été contraints de retirer certaines troupes en Afrique. Ambassadeur Mack, permettez-moi de revenir vers vous. Comment envisagez-vous que le président Trump aborde les implications humanitaires et politiques complexes liées à la question du Sahara, notamment en ce qui concerne les populations des camps de Tindouf? Par ailleurs, quelles mesures son administration pourrait-elle adopter pour soutenir ou réformer le rôle des Nations Unies dans la facilitation de la paix et la recherche d'une solution durable dans la région? Bon, comme l'ont sans doute remarqué ceux qui suivent l'actualité, le président Trump a annoncé la prochaine représentante des États-Unis auprès de l'ONU. Il s'agit d'une de ses collègues et alliée au Congrès, originaire du nord de l'État de New York. C'est Elise Stefanik, une jeune élue républicaine de New York. C'est une femme politique d'une grande expérience. Elle possède également une compréhension approfondie des affaires internationales. Je suis convaincu qu'elle saura trouver des moyens d'obtenir les ressources nécessaires au sein des Nations Unies pour traiter les problématiques humanitaires dans les camps de Tindouf, afin d'éviter qu'elle ne se transforme en enjeu politique pour les États-Unis. En effet, il y aurait des complications si l'on demandait au Congrès américain de fournir une aide humanitaire substantielle à la population locale, car cela n'a tout simplement pas de résonance auprès de nombreux électeurs américains. Je me demande si vous estimez que le président élu Trump, une fois en fonction, sera en mesure de contraindre l'Algérie, par exemple, à ouvrir ses frontières afin de permettre une certaine circulation. C'est une possibilité. En effet, les relations des États-Unis avec l'Algérie sont loin d'être aussi étroites que celles que nous entretenons avec le Maroc. De plus, nous avons un allié stratégique, en l'occurrence la France, qui maintient des liens très solides et coopératifs avec l'Algérie. Je pense que le président Trump pourrait simplement dire « Vous vous chargez de ce problème ». Nous avons d'ailleurs observé auparavant, lors de son premier mandat, qu'il avait recours à ce genre de stratégie, en demandant à un de nos alliés de s'occuper de questions que notre gouvernement préférait éviter de traiter directement. Vous venez d'évoquer la France et cela me rappelle cette célèbre poignée de main entre Donald Trump et le président Macron en France où les deux dirigeants semblaient échanger des gestes symboliques. Je me demande dans quelle mesure Donald Trump pourrait encore influencer le président Macron à ce stade. Bon, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Les Européens, et en particulier les Français, savent parfaitement s'adapter aux réalités du moment. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, a mené un attentat visant des célébrations civiles dans la région de Mahbès. Alors je vous propose de suivre le reportage suivant sur cette opération et sur ses répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région. Moins de 2 semaines après le revers diplomatique majeur essuyé par l'Algérie dans les couloirs des Nations Unies et du Conseil de sécurité, marqué notamment par son retrait des sessions en signe de protestation contre le rejet de ces amendements malveillants, celle-ci recourt par l'intermédiaire du Front Polisario qui lui est affilié à des actes terroristes ciblant des civils désarmés. Ces tentatives infructueuses visent désespérément à brouiller les cartes et à compromettre la sécurité et la stabilité de la région. Face à ces agissements, le Maroc demeure fermement attaché aux résolutions des Nations Unies et respecte rigoureusement le cessez-le-feu. Cet engagement n'empêche cependant pas les forces auxiliaires de la gendarmerie royale marocaine de remplir leur devoir de défendre l'intégrité territoriale du royaume et d'assurer la sécurité et la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a d'ailleurs mis en lumière les manœuvres algériennes visant à entraîner la région dans un conflit armé
Des déclarations corroborées par de nombreux rapports d'experts et d'analystes. Ceux-ci considèrent ces tactiques comme une tentative désespérée de détourner l'attention internationale et de minimiser l'impact des succès diplomatiques retentissants du Maroc, obtenus sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. En contraste avec cet état de choses légitime et naturel se dresse malheureusement une autre configuration, déconnectée du monde réel, en ce sens qu'elle se nourrit des mythes du passé et s'accroche désespérément à des thèses périmées. Parmi ces tenants, les uns réclament toujours la tenue d'un référendum, en dépit de l'abandon de cette option par les Nations Unies, du fait de son inapplicabilité. Dans le même temps, ce sont les mêmes qui refusent le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf ou tenues en otage dans des conditions lamentables. Elles sont humiliées, malmenées, privées des droits les plus élémentaires. Certains observateurs ne dissimulent pas que l'état de panique et de choc qui a saisi le régime algérien à la suite de la victoire de l'ancien président américain Donald Trump a conduit ce dernier à osciller entre des menaces belliqueuses visant à entraver la mise en œuvre de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara et des tentatives de conciliation pour apaiser les acteurs concernés. Cette stratégie est illustrée par la célérité avec laquelle l'Algérie a conclu un accord avec l'une des plus grandes firmes de lobbying républicaine à Washington. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où il est désormais quasi certain que le portefeuille du département d'État américain pourrait être confié au sénateur républicain Marco Rubio, connu pour ses critiques virulentes à l'encontre du régime algérien. Merci pour ce reportage. Ambassadeur Mack, pensez-vous qu'il existe une possibilité que l'administration Trump envisage de classer le Polisario comme une organisation terroriste, notamment en raison des inquiétudes liées à ses potentielles connexions avec l'Iran, le Hezbollah ou Al-Qaïda? Pour ma part, je suis sceptique. I don't think the United States will declare the Polisario as a terrorist organization. Écoutez, je ne m'attends pas à ce que nous soyons aussi actifs à l'avenir à cet égard. Il est possible de jouer un rôle et le cas échéant, il serait important de maintenir un canal de communication avec eux. Il convient de rappeler que la désignation d'un gouvernement étranger ou d'une organisation comme entité terroriste entraîne l'application de diverses lois américaines qui rendent impossible tout dialogue direct avec ces acteurs. Chris, j'aimerais connaître votre position. Pensez-vous qu'une déclaration officielle pourrait être envisagée? Il est intéressant de noter la mention de l'Iran par l'ambassadeur. Je pense que l'administration Trump adoptera une attitude particulièrement ferme à l'égard de l'Iran pour diverses raisons, notamment en raison de ses liens étroits avec Israël. Le Front Polisario devrait faire preuve de la plus grande prudence dans ses relations avec l'Iran, car cela pourrait entraîner une réaction immédiate et ferme de la part de l'administration Trump. Celle-ci devrait en effet se montrer particulièrement agressive à l'encontre des Houthis, du Hezbollah, du Hamas et de tous les agents affiliés à l'Iran, non seulement parce qu'ils constituent une menace directe pour les États-Unis, mais également en raison du danger qu'ils représentent pour Israël. Il y a quelques semaines, le département de la justice a révélé des soupçons concernant l'implication de l'Iran dans un complot visant à assassiner Donald Trump, alors candidat et aujourd'hui président élu. Cette situation place indéniablement les deux parties dans une posture de méfiance mutuelle. That's going to inform whatever happens next. Trump semble articuler deux axes de communication qui, bien que distincts, ne sont pas nécessairement contradictoires. D'une part, il affiche une volonté claire d'épargner aux États-Unis des conflits armés inutiles. D'autre part, il semble fermement engagé à adopter une posture particulièrement agressive à l'égard des ennemis directs du pays. Il a régulièrement souligné la menace posée par l'Iran et, selon divers reportages, entretient un dialogue presque quotidien avec Netanyahou. Il est donc certain que la question iranienne est un sujet récurrent de leurs échanges. Par conséquent, il est fort probable que l'Iran occupera une place centrale dans les priorités de politiques étrangères et de sécurité nationale de l'administration Trump.
Permettez-moi de vous demander à tous les deux de faire une prévision si vous êtes d'accord. Donald Trump a pris l'initiative de s'engager avec la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un, allant jusqu'à se rendre en Corée du Nord pour entamer un dialogue. Envisagez-vous, dans un avenir proche, une démarche similaire avec l'Iran, Chris, et ensuite ambassadeur Mack? L'ambassadeur a souligné que Donald Trump est avant tout un négociateur. Je pense donc qu'il est enclin à prendre des risques diplomatiques que d'autres dirigeants pourraient éviter. Il a déjà démontré depuis qu'il est devenu figure politique nationale sa capacité à prendre des risques, tant sur le plan politique que dans d'autres domaines. Ambassadeur Mack? Nous entretenons des relations étroites avec nos partenaires arabes, tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, qui adoptent une approche plus tolérante vis-à-vis de l'Iran. Ces gouvernements, ainsi que celui de l'Irak, pourraient nous encourager à envisager une certaine normalisation des relations avec l'Iran. Toutefois, cela s'annonce complexe en raison du vaste éventail de lois américaines et d'autres restrictions qui pourraient freiner un tel processus. Malgré cela, je pense qu'il serait souhaitable que les États-Unis initient au moins un dialogue avec l'Iran. Cependant, je ne m'attends pas à ce que Donald Trump nous réintègre dans l'accord sur le nucléaire iranien, bien que de nombreux arguments plaident en faveur de cette démarche. Je crois néanmoins qu'il s'efforcera d'en atténuer les aspects les plus conflictuels. Messieurs, nous aurons encore de nombreux sujets à traiter dans la seconde partie de cet épisode. Nous analyserons notamment les autres dossiers internationaux ainsi que les questions que le président élu Trump devra aborder dès son entrée en fonction le 20 janvier. Nous nous retrouvons après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Passons désormais à d'autres enjeux internationaux en élargissant notre discussion au-delà de la question du Sahara marocain. Nous évoquerons notamment les relations entre la future administration Trump et la Russie, la guerre en Ukraine, l'avenir de l'OTAN, les dynamiques en Europe, la concurrence stratégique avec la Chine, ainsi que la situation complexe au Moyen-Orient. Chris, permettez-moi de me tourner vers vous. Comment envisagez-vous que cette deuxième administration Trump parvienne à concilier l'engagement diplomatique avec la Russie dans le cadre de la crise ukrainienne tout en préservant les engagements de l'OTAN pour garantir la sécurité en Europe de l'Est? Tout d'abord, permettez-moi de souligner une remarque quelque peu ironique. Le président élu a affirmé qu'il résoudrait cette question en une journée. Nous découvrirons donc ce que recouvre réellement cette affirmation. Mais plus sérieusement, comme nous le savons tous, et l'ambassadeur pourra sans doute le confirmer, les questions de politique étrangère ne figurent généralement pas parmi les priorités des Américains, sauf lorsque les États-Unis sont directement impliqués dans un conflit armé. Cela dit, la crise ukrainienne constitue une exception notable car elle a retenu une attention considérable. Pendant sa présidence, Donald Trump avait déjà exprimé l'idée que les Européens devaient assumer une plus grande part de responsabilité. Il estimait que les États-Unis supportaient un fardeau disproportionné au sein de l'OTAN, ce qui, selon lui, déséquilibrait les accords au détriment des Américains. Il plaidait également pour que certains fonds dépensés à l'étranger soient réorientés vers des investissements domestiques. Ces points de vue ont certainement marqué les esprits, même si, comme je l'ai mentionné, la politique étrangère reste rarement un sujet central dans une campagne présidentielle. Enfin, je suis curieux de voir quelle sera la position de Donald Trump dans ce dossier. À Washington, certains pensent que Vladimir Poutine pourrait être plus disposé à négocier un accord avec lui. La déclaration exacte, si je ne me trompe pas, était qu'il résoudrait ce conflit en 24 heures. Bien sûr, cela soulève des questions, notamment du côté ukrainien, qui affirme vouloir récupérer l'intégralité de ses territoires.
Une telle approche impliquerait-elle de céder certaines terres à la Russie? Ambassadeur Mack, permettez-moi de vous poser une question. Quelle stratégie diplomatique spécifique pensez-vous que Donald Trump pourrait adopter pour tenter de désamorcer ce conflit ukrainien? Par ailleurs, pensez-vous qu'il pourrait mettre un terme à l'accord de coopération entre les États-Unis et l'Union européenne en matière d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, qui se poursuit depuis près de 3 ans? I do not believe he would end the support. Je ne pense pas qu'il mettrait un terme à cette aide. Tout d'abord, ce soutien permet aux États-Unis d'exercer une influence significative sur le gouvernement de Volodymyr Zelensky et de moduler sa politique vis-à-vis de la Russie. Ensuite, il est fort probable que Donald Trump réalisera rapidement qu'un certain nombre de nos principaux alliés européens sont profondément préoccupés par tout accord qui rapprocherait la puissance militaire russe de leurs frontières. Je fais ici référence à des pays tels que la Pologne, la Suède, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie et la Roumanie, qui se sont tirés directement menacés. Si nous imposions au gouvernement Zelensky de conclure un accord défavorable, ces nations craindraient d'être les prochaines à subir une pression similaire. Cela dit, les États-Unis disposent d'un avantage majeur en matière de médiation. Nos alliés dans cette situation sont bien plus robustes sur les plans économiques et militaires que ceux de la Russie. Les alliés russes, tels que la Corée du Nord, n'apportent que peu de poids réel dans ce contexte. Pour être tout à fait honnête, ils ont tout de même déployé 10 000 soldats, n'est-ce pas? Oui, les Russes sont sous la direction de Poutine pour exploiter ces troupes comme de la chair à canon, dans le but de repousser les Ukrainiens hors de la petite enclave de Koursk. Admettons que Trump décide de suspendre l'aide militaire américaine à l'Ukraine pour concentrer ses efforts ailleurs. Quelles autres formes de soutien, selon vous, pourrait-il envisager pour garantir la souveraineté et la stabilité de l'Ukraine? Bien entendu, les Ukrainiens soutiendraient qu'abandonner ne serait-ce qu'un pouce de leur territoire ne saurait préserver leur souveraineté. Bon, il y a une part de vérité dans cette analyse. Toutefois, la perspective de voir la Crimée revenir sous souveraineté ukrainienne ou que certaines régions de l'Est de l'Ukraine, comme le Donbass et d'autres zones frontalières avec la Russie, soient réintégrées pleinement sous souveraineté ukrainienne ou russe, demeure très limitée. Je pense que le président Volodymyr Zelensky pourrait être amené à envisager des concessions territoriales si cela permettait de garantir la continuité de l'aide militaire, économique et humanitaire des États-Unis. Après tout, la Russie reste, à bien des égards, une puissance en déclin, tant sur le plan démographique qu'économique. Mais dépourvu d'ambition. Exactement, et c'est un point pertinent. Vladimir Poutine semble, à bien des égards, s'inscrire dans la lignée de certains de ses prédécesseurs russes, partageant des objectifs particulièrement ambitieux. Chris, permettez-moi de poursuivre. L'ambassadeur a évoqué le fait que certains alliés de l'OTAN, comme la Pologne, ressentiraient une pression considérable en cas de concession territoriale. Il convient de rappeler que la Russie contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien, voire davantage, dans certaines régions proches des frontières. Alors pensez-vous que si Donald Trump décidait de désengager les États-Unis de ce conflit, il pourrait y avoir des concessions territoriales? Et dans un tel scénario, quelle serait l'attitude des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés européens?
Je pense que Donald Trump commencerait par adresser un message clair à nos alliés européens. Vous devez assumer une plus grande responsabilité. Après tout, l'Union européenne compte environ 100 millions d'habitants de plus que les États-Unis et partage une frontière avec la Russie, contrairement aux États-Unis. Ainsi, la première déclaration du président Trump serait probablement de demander aux Européens de prendre l'initiative et de ne plus dépendre autant des États-Unis. Cela étant dit, Donald Trump est pragmatique et agit dans le cadre des réalités politiques. Si l'on examine les relations récentes entre les États-Unis et la Russie, on observe une tendance similaire sous différents présidents. La Russie a envahi la Géorgie sous George W. Bush et cela a été en quelque sorte toléré. Elle a annexé la Crimée sous Barack Obama et là encore, la réponse est restée mesurée, considérant qu'une confrontation totale avec la Russie n'était pas dans l'intérêt des États-Unis. Un mot me vient à l'esprit, apaisement. Pensez-vous que cela pourrait constituer une source d'inquiétude pour l'avenir? Je pense que cela représente une véritable source d'inquiétude pour ceux qui ont consacré leur vie à renforcer des alliances fondamentales comme celle de l'OTAN, dans laquelle notre pays s'est profondément engagé au cours des 50 dernières années. L'apaisement, en effet, ne constitue pas une stratégie appropriée pour préserver la solidité et la pérennité de cette alliance. Le Centre d'études stratégiques et internationales a récemment publié un article intitulé « Vers un consensus en politique étrangère dans la future administration Trump ». Il est rédigé par Benjamin Jensen, Senior Fellow au CSIS. Voici le rapport en question. نحو توافق في السياسة الخارجية في إدارة ترامب المقبلة كتب بنجامين جينسون يقول Vers un consensus en politique étrangère dans la future administration Trump, un article rédigé par Benjamin Jensen, Senior Fellow au Futures Lab du CSIS, appelle les Américains de tout horizon politique à dépasser leurs divergences pour définir une politique étrangère cohérente et une stratégie globale pour les 4 années à venir. Jensen souligne que l'Amérique doit faire face aux conflits actuels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, tout en se préparant à relever les défis posés par des tensions croissantes dans la région Asie-Pacifique. L'auteur insiste sur l'importance de comprendre et d'évaluer les préoccupations des électeurs ayant porté Trump au pouvoir en tenant compte des grandes tendances mondiales qui façonnent l'environnement de sécurité en 2024. Contrairement aux années précédentes, la situation actuelle se caractérise par des guerres en cours, un effondrement des ordres mondiaux et régionaux et un risque accru de conflits incontrôlés. Ces crises exacerbent les inquiétudes liées à l'immigration et à l'inflation qui étaient au cœur des préoccupations des Américains lors des élections. Jensen estime que le président Trump peut s'imposer comme un négociateur expérimenté en s'engageant personnellement à un niveau élevé dans la résolution des conflits. Cependant, il souligne que cela doit commencer par un engagement clair à ne pas abandonner l'Ukraine ou affaiblir l'OTAN, tout en collaborant avec un large éventail de partenaires pour résoudre d'autres conflits régionaux, à l'image des accords d'Abraham. L'article insiste également sur la nécessité d'adopter une stratégie équilibrée qui intègre les intérêts économiques et les impératifs de sécurité. تضع المصالح الاقتصادية على نفس مستوى المصالح الأمنية. Pour Jensen, si un retour aux idéaux américains traditionnels semble peu probable, il est néanmoins possible de définir une nouvelle ère de relations économiques mondiales qui redonnerait espoir aux populations marginalisées par la mondialisation. En conclusion, Jensen avertit que le plus grand danger réside dans l'inaction et les querelles partisanes qui pourraient davantage fracturer la nation et menacer la démocratie. Il appelle à une vision commune et à un compromis essentiel pour résoudre les défis complexes du XXIe siècle. Une politique étrangère basée sur un consensus pourrait répondre efficacement aux préoccupations des électeurs tout en renforçant la position des États-Unis sur la scène internationale.
Je vous remercie pour ce rapport. Chris, permettez-moi de commencer avec vous. À votre avis, quels ajustements Donald Trump pourrait-il envisager dans la stratégie de défense de l'OTAN, notamment en ce qui concerne la sécurité collective face aux menaces russes et en Europe de l'Est? Je pense que la position de Donald Trump est assez simple. Il souhaite avant tout que les pays européens prennent davantage de responsabilités en renforçant leurs forces et en augmentant leurs dépenses en matière de défense. Il y a un objectif de 2% du PIB, mais il serait probablement satisfait si ce pourcentage était bien plus élevé afin de réduire le fardeau pesant sur les États-Unis. À mon sens, cela n'a rien de complexe. Il exprime clairement ses idées. L'Europe doit assumer une plus grande part de la charge. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont porté le fardeau en matière de sécurité mondiale, ce qui était peut-être justifié à l'époque, mais dans ce nouveau contexte géopolitique, cela n'a plus de sens pour nous. L'objectif de 2% que vous avez mentionné concerne en effet les pays de l'OTAN et la proportion de leur PIB qu'ils doivent consacrer à leur défense. Donald Trump, plus que tout autre président de l'histoire de l'OTAN, a vivement critiqué nos alliés qui ne respectaient pas cet objectif. Passons maintenant à la Chine. Ambassadeur Mack, comment les politiques économiques et commerciales de la future administration Trump vis-à-vis de la Chine, selon vous, se différencieront-elles des approches actuelles, notamment en ce qui concerne les droits de douane, bien que Joe Biden ait maintenu certains des tarifs douaniers et questions relatives à la propriété intellectuelle instaurées par Trump? Il est intéressant d'évoquer la question des droits de douane, car cela touche directement à des enjeux nationaux américains. Si nous appliquons des droits de douane généralisés ou des tarifs similaires à ceux imposés à la Chine, à des concurrents tels que le Japon, les Philippines, la Corée du Sud ou encore l'Inde, cela pourrait en réalité réjouir Pékin. En effet, ce sont les consommateurs américains qui supporteraient le coût de ces droits de douane à travers une augmentation des prix et non les consommateurs chinois. Cependant, si Donald Trump agit avec sagesse, il pourrait établir une distinction claire en favorisant nos alliés stratégiques et militaires dans ce contexte. Ainsi, on pourrait envisager une politique de droits de douane très élevée à l'encontre de la Chine, tout en maintenant des tarifs préférentiels, voire nuls, pour des partenaires comme le Japon, l'Inde ou la Corée du Sud. Chris, pensez-vous que cette politique des droits de douane très élevés pourrait également s'étendre au Moyen-Orient? Estimez-vous que l'administration Trump, si elle adoptait une telle stratégie, pourrait exclure de ces mesures les pays de la région avec lesquels elle a noué des relations étroites lors de son premier mandat? Je fais notamment référence à l'Arabie saoudite et aux nations signataires des accords d'Abraham. Je partage votre point de vue. Il est indéniable que le volume des échanges commerciaux avec la Chine diffère considérablement de celui entretenu avec l'Arabie saoudite, où les relations commerciales se concentrent principalement sur le pétrole et les importations saoudiennes en provenance des États-Unis. Cela étant dit, il convient de souligner que cette question n'a pas réellement été approfondie dans le débat public durant la campagne électorale. Cependant, les électeurs américains n'ont pas eu l'occasion de débattre pleinement des implications concrètes des mesures tarifaires envisagées, qu'elles soient bénéfiques ou préjudiciables. Maintenant que Donald Trump entame un nouveau mandat, nous allons découvrir la véritable portée de ses intentions et les éventuelles répercussions de ses droits de douane. Ambassadeur Mack, abordons la question de la Chine. Selon vous, quelles mesures Donald Trump pourrait-il adopter pour contrer l'influence croissante, voire la menace que représente la Chine en mer de Chine méridionale? Par ailleurs, comment envisagez-vous qu'il puisse consolider les alliances avec les pays de la région Indo-Pacifique afin de répondre à ces enjeux majeurs en matière de sécurité régionale? Je crois qu'il est toujours essentiel de considérer comment ces enjeux géographiques et géostratégiques sont perçus par l'autre partie. Ayant eu à traiter avec des dirigeants tels que Saddam Hussein, par exemple, j'ai constaté que la perspective change radicalement lorsque vous êtes à l'intérieur d'un gouvernement comme celui de la Chine
et que vous cherchez à évaluer l'équilibre des forces en mer de Chine méridionale et ailleurs. Depuis leur position, les Chinois observent les alliances des États-Unis avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie, et des relations qui se resserrent avec des pays comme l'Inde et même le Vietnam. Cela peut donner l'impression d'un encerclement par les alliés américains. Dans ce contexte, je pense que la Chine adoptera une approche prudente, surtout si nous savons gérer nos relations avec sagesse. Je suis convaincu que cela est possible. Je pense également que Donald Trump, fort de son expérience, pourrait initier un dialogue très constructif et fructueux avec la Chine, comme il l'a fait au cours de son premier mandat. Vous venez de nous dire votre dernier mot. Je tiens à remercier l'ambassadeur David Mack ainsi que Chris Lapettina, notre chroniqueur, pour leurs précieuses contributions. Nos remerciements vont également à Jeanne Mansour, correspondante de l'émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de production dirigée par notre réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci infiniment d'avoir suivi cet épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous vous invitons à suivre nos plateformes sur les réseaux sociaux de Médien TV. Et nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington.